On l'a vu dans l'actualité, notamment internationale, au Chili, au Liban, les classes moyennes semblent se rebiffer au point que certains parlaient de gilet jaunisation mondiale. Ça va être fou la formule là? Non, non, je crois que c'est François Langlais qui l'a utilisé en premier, me semble-t-il. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On voit ce vent de révolte, on a les images, que ce soit au Chili ou au Liban. Pour vous, ce serait le fait des gilets jaunes, c'est ça, qui auraient exporté leur colère? C'est un peu court, c'est un raccourci de dire ça, non? C'est un raccourci parce qu'effectivement, vous avez ces révoltes au Chili, au Liban, elles prennent une forme bien différente de celle en France avec les gilets jaunes, mais en revanche, il y a quand même quelques points communs. Le premier, c'est que dans ces pays-là, en particulier le Chili, comme en France, la libéralisation, la mondialisation n'a pas tenu ses promesses. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs je dirais, cette dichotomie qui est faite par le sociologue David Goudard, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, où il distingue les somewhere des nowhere. Des nowhere. Les somewhere, ce sont ceux qui sont de quelque part, qui revendiquent des racines territoriales, des racines culturelles, des racines industrielles aussi. Et puis les nowhere, c'est-à-dire ce sont les gagnants de la mondialisation. Eux, en revanche, eh bien, ils passent à travers les fuseaux horaires, ils n'ont pas d'attachement patriotique particulier, ils se sentent un peu citoyens du monde. Ce sont les mondialistes, comme les appelle Marine Le Pen. Hein. Oui, alors les mondialistes, oui, on ne peut pas dire, à partir du moment où tout ce qu'elle dit devient galvaudé, effectivement, il faut bannir le terme mondialiste. David Goudard dit plutôt ce sont les nowhere, c'est-à-dire des gens qui ont gagné la mondialisation. Quelqu'un comme Nietzsche appelle ça, vous voyez, la gauche kérosène. C'est-à-dire que c'est la gauche qui adore faire, qui est nomade et qui fait le tour du monde plusieurs fois avec des considérations de bienveillance sociale et économique. Bon, le point commun tout de même, c'est que effectivement, au Chili, ça a été une sorte de laboratoire du néolibéralisme qui a effectivement échoué. En France, évidemment, dans une proportion moindre, mais on a aussi mis en place cette stratégie libérale. Et donc, effectivement, vous avez un point commun. Vous en avez un autre qui est, je trouve, qu'on entre avec ces révoltes-là dans l'ère des révoltes, je dis périphériques, pas forcément au sens de la France périphérique, mais au sens des revendications. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on avait parlé au Mexique de la crise des tortillas, parce qu'il y avait une augmentation du prix. Là, c'est une augmentation du prix qui est liée, qui a en fait un dénominateur commun. Gilets jaunes, c'était l'essence. Vous avez au Chili, c'est le prix du ticket de métro. Et au Liban, c'est la taxe WhatsApp sur les communications, qui est aussi une forme quelque part de transport, mais de transport des données. Donc vous avez vraiment, je dirais, une autre forme de revendication qui est liée au pouvoir d'achat. Ça, c'est évident. Et donc cette révolte des transports, c'est comme ce terme que vous employez, oui. C'est-à-dire plus concrètement? Alors, comme je vous l'ai dit, on est véritablement sur des gens qui revendiquent par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais ils ne revendiquent pas, comme par le passé, des augmentations de salaire. On n'est plus dans ou des revendications idéologiques. On n'est plus dans l'ère marxiste de lutte des classes, etc. Mais on n'est pas non plus dans l'ère, je dirais… de lutte syndicale, c'est ça? De lutte syndicale fordiste, où on va réclamer des augmentations de salaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont, j'ai envie de vous dire, tous ces pays-là, en particulier dans les pays émergents, ont noté qu'ils ne peuvent pas véritablement avoir des augmentations de salaire parce que s'ils ont une augmentation de salaire, eh bien leur avantage low cost, ils le perdent. Et ils le perdent au bénéfice… Les productions iront s'installer ailleurs. D'un super low cost. Donc vous voyez par exemple en Turquie, on commence à dire c'est quand même très cher par rapport à l'Égypte. En Pologne, on commence à dire c'est trop cher par rapport à l'Ukraine. Sur la côte est de la Chine, on commence à dire c'est quand même trop cher par rapport à l'intérieur du pays. Donc finalement, arriver à un étiage de salaire, eh bien, ils ne peuvent plus revendiquer
revendiquer des hausses de salaire. Et pourtant, ils sont très sensibles au pouvoir d'achat. Donc, ils vont revendiquer autre chose pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire de ne plus avoir de taxes, de maîtriser, d'avoir une maîtrise de leurs dépenses. Ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est lié, bien sûr, au transport. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je parlais de David Goodhart avec les Somewhere et les Anywhere, c'est qu'on leur a dit, vous comprenez, aujourd'hui, la mondialisation, c'est le transport. C'est la fin, la fin des limites, c'est le no-limits, c'est la fin des frontières, etc. Donc il vous faut voyager, il vous faut être flexible. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui disait il ne faut quand même pas renoncer à faire 80 km pour aller travailler. Donc on leur dit il faut faire comme votre patron qui fait 3 fois le tour de la Terre par mois, mais vous, à votre mesure, il faut vous bougiez. Sauf que si ils font sur des questions de transport, là, le ticket de métro, ici, la question de l'essence, c'est tout simplement parce qu'ils se disent, au fond, vous nous dites de jouer le jeu de la mondialisation et de l'allongement des distances, mais nous, on n'a pas les moyens de le faire. Ouais. On n'a pas les moyens. Et donc, le grand paradoxe, c'est que non seulement ils sont victimes, je dirais, de la mondialisation économique, mais de la tartufferie de la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer le jeu de la flexibilité des distances parce qu'ils sont contraints physiquement. Hein. C'est une loi finalement assez physique, assez, non pas virtuelle, mais du réel. Ils sont assez contraints de ne pas pouvoir bouger. Et bouger, c'est un peu plus d'argent, c'est un peu plus de dépenses. Donc, on a chez les Gilets jaunes la taxe carbone qui met le feu aux poudres, ouais. Et on a chez les Chiliens le ticket de métro, et là, ça sera ailleurs le transport des données, ce qui est assez court, finalement, assez pareil. Bon, et donc à vous écouter, Franck, il y aurait une sorte d'international des Gilets jaunes, ou même des classes moyennes au sens large. Oui, parce que je veux dire que... alors, c'est très difficile de dire, on a dressé des traits communs, des points de convergence par rapport à leur rapport au salaire, au salariat, aux revendications de salaire, à leur pouvoir d'achat. À la fin du mois, boucler la fin du mois. À la fin du mois. Là, il se trouve qu'on voit que ça prend des allures différentes. Il peut y avoir une sorte de grande internationale des nationalistes, hein, pour ainsi dire, et puis une internationale, je dirais, des populismes de gauche qui ont échoué. Alors, on peut le regretter ou pas, mais le populisme de gauche a échoué. Type Tsipras. Tsipras, Podemos en Espagne, le M5S en Italie. On voit que ce populisme-là, pour l'instant, ne marche pas. Pour l'instant, il peut y avoir une sorte de convergence des luttes. Et le populisme qui fonctionnerait plutôt, ce serait plutôt le populisme de droite, c'est-à-dire plus nationaliste. Et là où on va s'apercevoir d'une sorte de, je dirais, de contraste, c'est entre une internationale des pauvres, qui prend une allure, pour l'instant, plutôt droitière, et une internationale des riches, qui prend plutôt une allure écolo. C'est-à-dire qu'il y a une internationale de l'écologie. Et on voit qui ne se recoupe pas. Qui ne se recoupe pas et qui même s'oppose. En fait, c'est ça la grande question de sciences politiques du moment, c'est que ça ne se recoupe pas et que vous avez un discours, une posture qui est plutôt celle de la fin du monde, qui serait une sorte de luxe lorsqu'on a rempli son caddie. Ouais. Et puis la revendication de la fin du mois, hein, qui serait celle plutôt des gens plutôt modestes. Et qui prend pour l'instant, qui pourrait prendre pour l'instant, une allure plutôt de droite. Ouais. Ouais. Si demain la droite, c'est la classe moyenne qui revendique de boucler la fin du mois, et que demain la gauche, c'est les classes supérieures qui revendiquent le droit d'abolir les distances, d'abolir les frontières et de respecter, d'agir pour la fin du monde à longue échéance, on est mal barré. Toujours est-il qu'il y a cette révolte des classes moyennes qui aujourd'hui s'étend un peu partout dans le monde et qui n'est pas le fruit du hasard. Absolument pas, absolument pas. Et même si ça prend des allures très différentes, à la fois compte tenu des cultures nationales, il y a tout de même, comme je l'ai dit, des points communs. Et le fait que la notion de transport soit une sorte de dénominateur commun dit quelque chose sur le rapport à la mondialisation. Ouais. Bon, très bien. On va voir la couverture, avant de se quitter, la couverture du magazine Marianne.
Qu'est-ce qu'on a qui nous intéresse, nous, en économie? Tout. Ah, en économie. Alors, en Ils font de économie, l'éco aussi chez Marianne. oui, bien sûr. Alors, bien sûr, en particulier, comment survivre en Macronie, parce qu'il chamboule tout sur le plan du chômage, sur le plan des retraites, etc. Eh bien, nous, on vous fait un manuel de survie pour tirer votre épingle du jeu en étant un peu plus malin que lui. Effectivement, on regrette qu'il y ait des coups de butoir sociaux sur les droits sociaux, mais on se dit, vous avez quand même le droit de respirer un peu si vous suivez notre guide. Voilà. Guide de survie en Macronie, notamment donc cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup, Franck. Merci.